bonjour, donc Quentin, je suis coordinateur de l'atelier commun. Donc l'atelier commun, en 2-3 mots quand même, c'est un atelier associatif dédié à l'écologie et au réemploi sur Rennes. Et un atelier qui a la particularité d'être connecté à une ressourcerie, vraiment au plus près de la ressourcerie. On partage vraiment les locaux. Et c'est vrai qu'on le présente comme un atelier, mais c'est aussi un Fab Lab. On fait partie du réseau des Lab Fab de Rennes Métropole. Donc c'est aussi un lieu où on a des machines de fabrication numérique, mais pas que. Donc on pourrait aussi atelier, Fab Lab, Makerspace, voilà, ça pourrait aussi nous définir. Donc en effet, l'atelier commun a été créé par un collectif d'artistes, le collectif Indien dans la ville, un collectif d'artistes pluridisciplinaires, qu'on pourrait situer un peu entre écologie, numérique et participatif. Mais l'idée, elle est encore plus vieille que cette association et ce collectif. En fait, c'est pas un hasard si aujourd'hui on est aux côtés de la Belle Déchette. On a imaginé ce projet à deux avec Julie, qui est directrice et cofondatrice de la Belle Déchette. Donc Julie, c'est ma sœur, donc il y a une vraie histoire de famille derrière ce projet-là. Et on a deux associations, La Belle Déchette, c'est une association, l'atelier commun est porté par l'association Indien dans la ville. Mais à la base, en fait, c'était vraiment un projet commun. Dès le début, on l'a écrit il y a 7 ans et on avait appelé ça le garage. C'était le garage parce que on s'était dit, Julie découvrait les ressourceries, elle travaillait déjà dans les déchets à Rennes Métropole et à Fougères. Moi, je découvrais les Fab Labs avec celui des Beaux-Arts, avec la fabrication numérique. On avait tous les deux une forte sensibilité à l'écologie et on s'est dit, associer ressourcerie et Fab Lab, il y a peut-être un truc finalement qui ressemble un peu au garage d'autrefois, mais à une échelle, on va dire, comme un garage, mais partagé en fait. On a entendu beaucoup parler des garages d'autoréparation de voitures, de vélos. Là, c'était se dire, finalement, un garage, c'est aussi, comme on l'avait en tout cas dans notre souvenir de notre enfance, c'était un lieu où on pouvait stocker des objets dont on n'avait plus besoin, des objets qui pouvaient être cassés, et puis un petit établi qui nous permettait de réparer, transformer, bricoler ces objets ou ces matériaux qu'on avait à stocker. Et puis avec la mutation des modes de vie, on avait aussi ce constat-là que ce garage, en fait, on ne l'avait plus. Moi, j'habite en appartement, la plupart des gens en ville n'ont pas de garage. Donc c'était vraiment cette idée-là, de se dire, un garage, c'est du stockage et un atelier, un petit établi. Mais poussé à plus grande échelle, en le mutualisant, finalement, c'est une ressourcerie et un Fab Lab. Donc c'est vraiment ça la genèse de ce projet-là, c'est la mutation des modes de vie et se dire ressourcerie plus Fab Lab, qu'est-ce que ça peut donner? Et donc l'atelier commun est né dans la continuité du projet de IDLV. La Belle Déchette a, dans un premier temps, créé la ressourcerie, et puis nous, on s'est associé au projet dans un bâtiment de 750 mètres carrés. Donc nous, maintenant, aujourd'hui, on a 150 mètres carrés d'atelier et 600 mètres carrés de ressourcerie qui sont vraiment côte à côte. Il n'y a pas de mur entre nos deux projets, il y a juste une petite ligne en pointillé au sol. L'idée, c'est vraiment d'avoir une porosité entre les deux espaces, que des gens qui soient en train de faire du tri, ils puissent avoir besoin d'un tournevis pour bricoler ou pour réparer un meuble. Et puis côté atelier, si on a besoin d'aller choper un bout de métal ou une planche ou un objet qu'on va détourner, il y a juste à dépasser, à franchir cette petite ligne en pointillé et on peut créer avec ces matériaux. Donc à l'atelier commun, là, on est en train de monter un projet qui s'appelle EcoFab, qui se situe à l'échelle régionale, donc à l'échelle de la Bretagne. On a envie, déjà, il y a plusieurs constats qu'on a eus ces derniers temps. Déjà en Bretagne, il y a énormément de projets autour de l'écologie. Il y a vraiment une fibre écologique vraiment forte. Il y a beaucoup de makers, beaucoup de Fab Labs répartis vraiment sur l'ensemble du territoire. Pas forcément un dialogue qui est réel entre ces différentes entités, entre les différents Fab Labs, entre l'écologie et les Fab Labs, entre les makers et les Fab Labs. On sent qu'il y a encore des ponts qui sont à créer entre ces différents publics. Et puis on a eu un constat qui est encore plus prégnant, encore plus récent. C'est pendant la crise Covid. Donc nous, à l'atelier commun, on est un Fab Lab dédié à l'écologie et au réemploi. Mais donc, voilà, comme tout le monde, on s'est mis à imprimer des visières, des masques, à découper des masques à la laser, à imprimer des visières avec nos imprimantes 3D. Et puis on s'est très vite rendu compte, mais comme beaucoup, qu'il y avait une tension sur l'approvisionnement en matières premières, que ce soit les plastiques, les bobines, le filament d'imprimante 3D pour mettre dans nos machines et imprimer ces fameuses visières, ou le plastique transparent aussi qui servait de protection. Ce plastique-là, très vite, on a eu du mal à s'en fournir.
Alors, on a vu aussi des super beaux exemples hein, où, par exemple, la ressourcerie Label Déchette fournissait du tissu pour les couturières masquées, l'initiative hein, qui fabriquait des masques bénévolement dans les environs. Tout le monde s'est mis à récupérer les pochettes en plastique transparent qu'il y avait dans les services de repro et compagnie pour faire ces fameuses visières. Mais quand même, on a vu qu'il y avait voilà, tous les matériaux, ils venaient de l'autre bout de la planète et il suffisait qu'il y ait un grain de sable dans la grande machine et finalement, il n'arrivait pas jusqu'ici. Moi, j'ai eu le numéro 2 français de ThyssenKrupp, un gros plasturgiste multinational. Euh, il m'a dit il y a au moins 10 mois de rupture complète d'approvisionnement en matière non transformée. Donc on était vraiment sur une tension dans l'approvisionnement qui était folle à ce moment-là. Et donc, voilà, nous, travaillant dans le réemploi, dans l'écologie, on s'est dit, il y a quand même peut-être quelque chose à faire sur améliorer la résilience, l'approvisionnement en matières premières, créer des boucles d'économie circulaire à l'échelle locale, pour que des exemples comme Label Déchette et l'atelier commun puissent aussi un peu essaimer, qu'on mette un peu tout le monde dans ce mouvement-là, que des Fab Labs essaient de s'associer avec, pourquoi pas, des entreprises de gestion des déchets, des ressourceries, trouver des gisements, que ce soit pour l'impression 3D, les découpes laser, l'électronique, voilà, et essayer à l'échelle de petits territoires d'être comme ça un peu plus autonome et qu'on soit moins dépendant de flux de matière qui doivent traverser l'ensemble de la planète. Donc ça, pour faire ça, on a écrit, on commence à lancer un projet qui s'appelle EcoFab. Et donc ce projet, il a déjà pour objectif, pour mettre un petit peu le pied dans la porte et répondre à un besoin qui est de toute façon identifié depuis longtemps, qui est celui des makers qui mettent tous leurs déchets d'impression 3D de côté dans une petite poubelle. La plupart des makers ont ça, cette petite poubelle avec PLA, ABS écrit dessus. Déjà se dire, est-ce que les Fab Labs ne pourraient pas être ces lieux-là où on aurait une petite filière d'extrusion de filaments, où les gens pourraient venir avec leurs déchets d'impression 3D, refabriquer leurs filaments et avoir un filament peut-être de moindre qualité, mais en plastique 100% recyclé, qui pourrait permettre de refaire des prototypes, de rebricoler des petites choses en impression 3D. Et puis une fois qu'on aurait mis le pied dans la porte avec des extrudeuses essaimées sur le territoire déjà de la région Bretagne, fabriquées de manière collaborative en utilisant les principes d'intelligence collective et compagnie qu'on a l'habitude d'utiliser dans les Fab Labs, et se dire on va essayer de pousser un peu plus loin, essayer de s'intéresser à d'autres matériaux, comment on peut fournir en matière première une laser, comment on peut s'approvisionner en composants, en démontant des imprimantes papier pour faire des imprimantes 3D. Voilà, il y a sûrement plein de choses qui sont à construire ensemble. Et donc l'idée de EcoFab, c'est de pousser ce projet-là dans les prochaines années à l'échelle régionale, à l'échelle de la Bretagne, parce qu'il y a vraiment un terreau qui est très fertile, un contexte qui s'y prête, que l'atelier commun serve un peu de base arrière pour faire toute cette recherche et développement, cette mise en synergie de ces différents acteurs. Et puis à partir de ça, peut-être sortir soit une charte un peu de l'éco-conception ou de l'éco-fabrication numérique comme on s'est amusé à l'appeler, une charte ou un livre blanc qui puisse permettre ensuite d'essaimer et que d'autres Fab Labs puissent emboîter le pas vers une fabrication numérique plus résiliente, plus sobre aussi au niveau écologique et approvisionnement en matières premières. C'est vrai que là, pour le moment, on est une minorité, mais est-ce qu'on n'est pas une minorité consistante aussi, comme on parle aussi un peu dans les mouvements comme ça qui vont transformer la norme. Là, aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, c'est clair. On pourrait se dire, c'est ridicule, ça ne sert pas à grand-chose. Mais voilà, moi, je suis assez persuadé de l'intérêt, même de la nécessité de ces initiatives-là. On voit, ne serait-ce que sur les matières premières, on a parlé tout à l'heure de résilience et compagnie. Pour le moment, c'est encore de niche, mais c'est parce que les matières premières, elles ne sont pas assez chères. Ça ne coûte pas cher de faire venir des matériaux, des objets de l'autre bout de la planète. Là, voilà, Covid encore oblige, la plupart des matériaux ont doublé. Pour autant, le consommateur, il ne le ressent pas encore vraiment. Les industries, les professionnels se galèrent un peu à s'approvisionner à des tarifs corrects pour maintenir leur marge, mais le consommateur, il ne s'en rend pas encore vraiment compte. Si ça continue, et la tendance elle est quand même vers ça, hein, du pétrole il n'y en a pas à l'infini, des matières premières extractables il n'y en a pas à l'infini non plus, moi je pense qu'on a tout intérêt à espérer que ces matières premières et que le prix du pétrole il continue d'augmenter en tarif pour que ces initiatives
eh ben, elles aient aussi un intérêt économique. Et donc que le réemploi, ça devienne une évidence. Là, aujourd'hui, c'est un choix qui est souvent, parfois, pas souvent, parce que je pense qu'on arrive à toucher tous les publics, justement. Une ressourcerie, c'est quand même assez bon marché. Mais parfois, c'est faire du réemploi ou de l'écologie, c'est encore un choix qui coûte cher. Et demain, je pense que ce sera en fait une évidence. De toute façon, ça l'est déjà. Il y a plein d'entreprises qui vont aussi vers économiser leur production de déchets, économiser leur consommation d'énergie, d'eau, de ressources, parce que ça leur permet de faire des économies. Donc l'écologie, c'est aussi une question de bon sens. Je pense que ce bon sens, il sera aussi poussé par la raréfaction des matières premières et des ressources qui font aujourd'hui fonctionner notre système, notre société. Donc, de force ou de gré, en fait, je pense qu'on ira vers ces solutions-là. Le truc, c'est que mieux vaut y aller de gré, parce que si c'est de force, il est déjà trop tard, en fait. C'est vrai que nous, on a ce luxe-là de dire, bon, le réchauffement climatique, les changements climatiques ou la biodiversité, on ne s'en rend pas compte. Il y a déjà des millions de réfugiés climatiques. Voilà. Pour le moment, on n'est pas touché. Mais c'est vrai que si on doit attendre d'être complètement impacté par ces crises, c'est vrai que c'est dommage. Autant commencer dès maintenant à faire des choix qui seront sûrement un peu de temps gagné pour la suite et sûrement d'autant moins de conséquences néfastes à tous les niveaux, que ce soit la biodiversité ou aussi des populations entières qui pourraient subir les effets de ces changements.